RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, James Juon, le procureur général de Nouméa. Monsieur le procureur général, bonjour. Bonjour Monsieur Ménage. Et merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Nouméa. Avec un constat d'abord que vous avez dressé hier, c'est que la justice en termes d'appel en Nouvelle-Calédonie fonctionne bien, et notamment en termes de délai de traitement des affaires. On dit souvent que la justice est lente, mais alors là, pour le coup, en Nouvelle-Calédonie, ça marche plutôt bien. Absolument. Et entendons-nous bien, je parlais des chiffres concernant la cour d'appel, c'est-à-dire que lorsqu'une personne, après un long procès en première instance devant le tribunal, parfois fait appel et voudrait que son affaire soit examinée rapidement, eh ben c'est un souhait qu'on essaie d'exaucer en faisant en sorte que les délais soient les plus courts possibles. Et donc nous avons des délais effectivement de traitement de ces dossiers en appel qui sont excellents. Alors qu'on sait que par ailleurs, vous avez des régions en métropole, des cours d'appel, voire même en Outre-mer, où les gens attendent parfois 1 an, 2 ans, 3 ans avant de voir leur affaire être examinée en cour d'appel. Et ça, je dois dire qu'ici en Nouvelle-Calédonie, nous sommes particulièrement satisfaits de ces délais. Ce sont des délais plus courts que dans d'autres juridictions où vous avez pu exercer ? Absolument, absolument. Je donne l'exemple notamment des Antilles. Avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie, j'étais à Basse-Terre, en Guadeloupe, et là, les délais étaient beaucoup, beaucoup plus longs. Mmh. Un chiffre que vous avez souligné hier, c'est celui du nombre d'affaires criminelles nouvelles qui est en diminution en 2018. Est-ce que c'est vraiment significatif ? Bien sûr que c'est significatif. Les affaires criminelles, ce sont des affaires de meurtre, d'assassinat, les affaires de viol aggravé. Donc ce sont des affaires particulièrement graves. Passibles de la cour d'assises. Passibles, effectivement, de la cour d'assises. Et lorsqu'on constate qu'entre 2017 et 2018, on est passé de 31 dossiers en 2017 à 21 dossiers en 2018, il y a de quoi être satisfait. Ça veut dire que cette problématique-là, de la criminalité de sang ou la criminalité sexuelle est quand même contenue ici en Nouvelle-Calédonie. Je ne dis pas que nous sommes au pays des merveilles où il ne se passe pas de choses aussi graves en Nouvelle-Calédonie. Loin de là. Nous avons des affaires criminelles, nous avons des crimes, bien sûr, mais à des niveaux qui sont beaucoup moindres. Ça tord le cou à un certain nombre d'idées reçues selon lesquelles la criminalité explose en Nouvelle-Calédonie. Alors, ce n'est pas la criminalité en soi, comme je viens de l'expliquer, la criminalité de sang ou la criminalité sexuelle, ce sont les délits, c'est la délinquance du quotidien. Celle qui excède de nos Calédoniens, c'est-à-dire les cambriolages, les agressions, les accidents de la circulation. On voit des comportements qui sont totalement inadmissibles. Ça, effectivement, ça fait partie de nos préoccupations. Alors, justement, à propos de comportement, on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, le vrai fléau de la délinquance, c'est son origine. C'est très souvent, dans la majorité des cas, l'alcool, les stupéfiants qui sont à l'origine de la majorité des délits. Est-ce que c'est une fatalité ? Je ne dirais pas que c'est une fatalité, mais c'est un constat auquel nous sommes confrontés malheureusement depuis très longtemps. Je disais que dans la presse, il y a 30 ans, on parlait encore de cette problématique et aujourd'hui, on est toujours sur cette problématique de ces addictions, de la consommation d'alcool et de produits stupéfiants, notamment du cannabis. C'est vrai que cette problématique-là est constante et il faut effectivement trouver les bonnes solutions. Alors les bonnes solutions, quelles sont-elles ? Parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait déjà, beaucoup d'initiatives qui ont été prises, mais finalement, est-ce qu'il y a une solution qui permettrait notamment d'éviter que les gens soient nécessairement enfermés ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si l'enfermement était la solution, vous pensez bien que il y a longtemps qu'on aurait créé des dizaines et des dizaines d'établissements pénitentiaires pour entasser des gens et leur priver de liberté pendant un certain temps. Et après, il faut bien en sortir de la prison. L'important, c'est pas de dire on met en prison et on ne s'en occupe plus. Quand il sortira, il se débrouillera. Le problème, c'est de savoir comment, justement, on traite la sortie.
notamment de ces détenus. Alors, pour en revenir à la délinquance, c'est vrai que on parlait de la délinquance qui est liée à la consommation excessive d'alcool, la consommation excessive de produits stupéfiants, mais vous avez effectivement ce fléau, je ne peux pas appeler ça autrement, qui est la délinquance des mineurs, qui elle aussi nous pose un sérieux problème. Oui, les mineurs qui sont en Nouvelle-Calédonie responsables, par exemple, de 50% des cambriolages. Oui, c'est un constat malheureux. Et il faut se poser cette fois-ci les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est que fait un mineur tout seul, dehors, à traîner Je vais poser la question un peu brutalement, mais que font les parents ? Voilà. Que font les familles ? Où est la place de l'éducation dans tout ça ? On parle, n'oublions pas de mineurs, c'est-à-dire de jeunes qui sont normalement sous la responsabilité de ceux qui les ont mis au monde. Ceux qui les ont mis au monde, leurs parents, doivent prendre leurs responsabilités, les éduquer. Et ce n'est pas à la justice d'éduquer. La justice est là pour effectivement prendre en charge des comportements délictueux, essayer de trouver les réponses les plus adaptées, mais là on traite des conséquences. Ce qui est important, c'est d'intervenir sur les causes. Et les causes, oui, vous avez raison, monsieur Ménage, il faut se poser les bonnes questions de l'éducation. Est-ce que ces jeunes reçoivent l'éducation qu'il faut pour faire en sorte d'empêcher qu'ils soient livrés à eux-mêmes, qu'ils traînent en bande, parce que c'est ce qui se passe. Nous voyons des jeunes qui sont complètement désœuvrés, qui sont déscolarisés, qui traînent en bande, qui boivent de l'alcool, parce que c'est fun, et puis après, on ne mesure plus les conséquences et on fait n'importe quoi. Dont on se vante ensuite sur les réseaux sociaux. Bien sûr, évidemment. Là, c'est la nouvelle mode. C'est non seulement la nouvelle mode, c'est la nouvelle plaie, surtout. Parce qu'aujourd'hui, tout se vit sur les réseaux sociaux. Malheureusement, même la justice. On a l'impression qu'une fois qu'on en parle sur les réseaux sociaux, ça y est, tout est réglé. Une personne, elle est montrée à la vindicte, elle est jugée, elle est condamnée et exécutée. Malheureusement, ce n'est pas ça, la société dans laquelle nous vivons. Il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites, et notamment en termes de traitement de la délinquance des mineurs, et vous avez vous-même été en Nouvelle-Zélande pour voir un petit peu comment c'était traité là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ça ? Effectivement, cette problématique des mineurs qui date et pour laquelle on essaie de trouver des solutions, la première, c'est d'essayer de voir aussi comment font nos voisins. Qui sont confrontés, eux aussi, à la même problématique. Parce qu'il ne faut pas croire qu'en Nouvelle-Calédonie, qu'on a une problématique de délinquance des mineurs. Effectivement, la Nouvelle-Zélande était confrontée à la problématique de la délinquance des jeunes Maoris, qui sont une minorité dans la population, mais une majorité dans la commission des délits, des infractions les plus graves. Et la question était de savoir comment imaginer une solution qui permettrait justement d'inverser cette tendance. Une minorité de la population qui commettent la majorité des délits. Et on a constaté qu'en Nouvelle-Zélande, effectivement, ils se sont penchés surtout sur les causes. Et on en parlait justement des causes. D'intégrer plus particulièrement les familles, et puis centrer justement le débat, le sujet sur la problématique identitaire. Ces jeunes qui sont en perte de repères, mais il faut qu'ils retrouvent leurs repères, il faut qu'ils retrouvent leurs racines, il faut qu'ils retrouvent leur histoire, il faut qu'ils retrouvent leur culture. Et ça, effectivement, ils l'ont compris en mettant en place un programme qui associe justement tous les intervenants dans ces secteurs-là. Est-ce qu'on pourrait imaginer, en rapprochant cet exemple de la Nouvelle-Calédonie, une place plus importante, par exemple, des coutumiers dans le rapprochement, dans le fait de retrouver ses repères pour la jeunesse ? Absolument. D'ailleurs, dans la délégation qui s'était déplacée en Nouvelle-Calédonie, il y avait une délégation du Sénat coutumier et qui se sont eux aussi trouvés fortement intéressés par cette expérimentation. Et nous avons, à notre retour, mis en place un comité de pilotage, justement, qui associe les coutumiers, les membres du gouvernement, bien entendu des magistrats, les membres du barreau, pour justement essayer de réfléchir à, non pas
copier le système néo-zélandais, mais nous en inspirer et voir comment justement on peut approcher cette problématique de la délinquance sous cet angle nouveau. Ce comité de pilotage, il a vocation à déboucher sur des actions concrètes ? Oui, il a vocation justement à mettre en place une organisation qui permette justement une prise en charge de la délinquance de ces mineurs-là sous une nouvelle forme. La solution, c'est évidemment que toutes les énergies, aussi bien celles de la justice que des pouvoirs publics, que du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, du monde associatif, que tout le monde se mette ensemble, que tout le monde coordonne les efforts. Absolument, mais là, je n'invente rien, vous n'inventez rien en disant cela. Encore faut-il qu'effectivement tout ça soit mis en œuvre. Et on en revient justement à la problématique de la prise en charge des personnes qui souffrent d'addiction, de consommation d'alcool, de consommation de stupéfiants. Il faut effectivement une prise en charge globale, pluridisciplinaire, de façon à ce que la personne qui souhaite vraiment s'en sortir, parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui veulent s'en sortir. Rester dans la délinquance, ça n'est pas une vie, ce n'est pas une fin en soi. Donc on sait très bien que quand on souffre d'une addiction, on peut très difficilement s'en sortir tout seul. Et malheureusement, quand on commet des délits, c'est l'occasion justement d'avoir une prise en charge effectivement plus forte de cette problématique pour essayer de s'en sortir. Alors, prise en charge peut-être même thérapeutique. On peut imaginer que des médecins se mêlent de ces solutions. Ils ont effectivement leur place, et leur place est extrêmement importante, puisque c'est d'abord et avant tout une prise en charge thérapeutique, puisque l'addiction à l'alcool, c'est une maladie. Et ça, contre une maladie, c'est pas le procureur général qui est compétent en premier lieu pour traiter les maladies. Donc, la justice intervient lorsque les personnes commettent des méfaits, et on constate qu'ils ont cette problématique d'alcool. Et il faut effectivement aider cette personne à s'en sortir et mettre en œuvre tous les moyens dont on dispose, parce qu'on a ces moyens, vous les avez rappelés. Il y a des éducateurs, il y a des médecins, il y a des bénévoles associatifs, il y a la volonté, j'allais dire, pour mettre en place cette prise en charge. Encore faut-il l'organiser. Un mot, monsieur le procureur général, pour terminer sur cette réforme de la justice qui, en métropole, a prévu la création de tribunaux criminels départementaux. Vous l'avez évoqué hier. Ça a suscité un mouvement de grève des avocats du barreau de Nouméa, d'un certain nombre d'entre eux. Une protestation. Alors, quel est son objet et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet ? Oui. En fait, si vous voulez, les crispations ne portaient pas j'allais dire forcément sur ce point-là de la création d'un tribunal criminel, porté surtout sur l'organisation nouvelle qu'a voulu le ministère de la Justice et qui concernait principalement la métropole. C'était la fusion, si vous voulez, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance. Ça a fait l'objet d'une grande crispation, alors qu'ici en Nouvelle-Calédonie, ça existe depuis toujours. C'est le tribunal de première instance qui a toujours fusionné les affaires de grande instance et les affaires d'instance. Mais en métropole, c'est nouveau. Il y avait un mouvement de contestation. Alors pour en revenir au tribunal criminel départemental, c'est une solution qui a été trouvée justement pour répondre au sujet de notre première intervention concernant le nombre d'affaires criminelles le nombre de dossiers qui sont extrêmement importants dans d'autres cours d'appel en métropole et qui attendent plusieurs années parfois à être jugés. C'est cette solution qui consiste à faire juger ces affaires par un tribunal où il n'y aurait que des magistrats professionnels. On n'aurait plus affaire à un jury. Mais le jury va être maintenu puisqu'il restera pour juger les affaires plus graves, les affaires de meurtre, les affaires d'assassinat, les affaires de... Mais je crois que les magistrats professionnels, ça concerne les affaires inférieures à 20 ans, voilà. Pour lesquelles Pour les crimes qui sont
punis de peines allant de 15 à 20 ans. Je parle des viols, je parle des coups mortels. Ce qu'on appelle les coups mortels, c'est lorsqu'on a entraîné la mort alors qu'on n'avait pas forcément l'intention de donner cette mort. Donc l'objectif, c'est de confier ces affaires à un tribunal composé uniquement de professionnels. Et moi, je dis que c'était... Bon, cette critique, on l'entend, hein, on l'entend. Mais il faut savoir que dans notre justice, cette façon de fonctionner existe déjà. Une cour d'assises composée exclusivement de magistrats professionnels existe pour juger notamment les affaires de terrorisme, les affaires de criminalité organisée, et ça n'a absolument pas fait l'objet de polémiques. Donc voilà pourquoi le fait de trouver cette solution-là pour désengorger les tribunaux, faire en sorte que ces affaires soient jugées, j'allais dire, dans des délais beaucoup plus raisonnables, ma foi, est une bonne solution en soi. Disons que, en ce qui me concerne personnellement, j'aurais peut-être souhaité que le législateur aille un petit peu plus loin en faisant en sorte que, vous savez, il y a des dossiers dans lesquels il n'y a pas de discussion sur la culpabilité. La personne reconnaît avoir commis les faits. Et ce qui l'intéresse, c'est de savoir quelle est la sanction qui l'attend. Et donc de recentrer effectivement les débats sur la sanction en mettant en place ce qui existe déjà, c'est la fameuse procédure de plaider coupable. On plaide coupable, on reconnaît sa culpabilité, et le débat va porter uniquement sur la sanction. Et ça, on gagnera encore en effectivité, en temps. Monsieur le procureur général, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je vous remercie, Monsieur Ménage.